Allez, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir M. Seligman, qui a donc, soutenu sa thèse sur les lézards. Sur les lézards à l'université hébraïque en Israël, qui ensuite a pèleriné dans différents laboratoires dans le monde pour ses postdocs et qui va nous présenter des aspects, à ma connaissance, extrêmement originaux relatifs au code génétique. Et sa présentation, je pense, devrait susciter de nombreuses questions et en tous les cas une ouverture d'esprit pour chacun d'entre nous. On le remercie de cette première visite à Marseille, qui sera peut-être suivie d'autres visites. Merci beaucoup. Well, hello, I'm very happy to be here. Thank you for inviting me. I've been asked to prepare it in English. If there is no reason not to talk in French, I'll do it in French, as you wish. Anyways, I'm going to talk to you about some unexplored... Vous êtes certain? Il n'y a personne que ça gêne. Mais j'ai l'habitude de le dire en anglais, alors peut-être que je chercherai mes mots. Donc, c'est des dimensions inexplorées codant de l'ADN. Et donc, de façon cryptique, l'ADN semblerait coder pour des gènes, des protéines. Et moi, je l'ai fait dans les mitochondries parce que c'était pour des raisons pragmatiques, plus simples, plus petites. Mais il n'y a aucune raison que ça n'existe pas ailleurs, virus, bactéries ou eucaryotes. Et bon, je ne sais pas vous dire beaucoup plus. Bon, un très très bref et rapide rappel, peut-être inutile ici. La traduction de l'ARN par le code génétique et l'importance des codons stop. De quelle manière ça se fait? Il y a un ARN messager qui a des nucléotides. Les nucléotides sont en groupe de 3, qu'on appellera des trinucléotides ou des codons. Les codons se lient avec des anticodons qui sont une partie des ARN de transfert, ARNT, dont le acceptor stem est lié à un acide aminé. Il y a un lien entre chaque acide aminé et un anticodon et codon, une paire de codons anticodons, et ce lien a été défini comme le code génétique. Vous avez ici le code génétique des mitochondries des vertébrés qui a entre autres la particularité vraiment intéressante que les codons AGA et AGG qui habituellement codent pour l'arginine sont en fait des stops. Est-ce que c'est-à-dire ça code pour un stop ou ce sont des codons pour lesquels il n'y a pas d'ARN de transfert qui est un anticodon? Ça c'est la base. Mais en fait, donc, je vais essayer de vous parler de 4 dimensions codantes et inconnues préalablement du code génétique. Une est qu'il y a des protéines qui seraient codées avec des codons stop et lues apparemment par des ARN de transfert dont les anticodons savent reconnaître les codons stop. Et de cette façon-là, on va trouver, et je vais vous présenter sur ce système simple et plus ou moins connu, qui commence à être connu, comment on va détecter des gènes. Et après, je vais l'appliquer pour des formes de gènes codés de façon complètement non classique par tétracodons, c'est-à-dire pas des codons des triplés de nucléotides, mais des quadruplés de nucléotides. Donc des tétracodons, des tétragènes. Ensuite, apparemment, il y a des gènes qui sont codés dans le sens 3', 5' de l'ADN, et apparemment, il y aurait de la polymérisation, on appellerait une invertase, qui créerait à partir de l'ADN un ARN 5', 3', mais qui reflète la séquence 3', 5'. Et le dernier cas, ça ce serait une forme de transcription inhabituelle, qu'on ne connaît encore pas, mais pour laquelle il semble qu'il y ait suffisamment d'évidence par preuve. Et il y a une autre forme de transcription aberrante, soi-disant aberrante, qui semble systématiquement échanger les nucléotides du type AC ou CA, ça ce sont des échanges symétriques, il y a 9 types d'échanges symétriques, ou de type A vers C, C vers G et G vers A, donc des échanges asymétriques. Il y en a 14 types. Et apparemment, tout ça semble exister. D'après ce que je vais vous présenter, c'est à vous d'être les juges de si c'est bon ou pas, on verra bien. Donc le principe, quand vous avez un gène qui est sous-divisé en codons, ça c'est le gène d'une protéine mitochondriale typique, dans le génome mitochondrial des vertébrés,
Et ce qu'on appelle le cadre de lecture 0, le vrai cadre de lecture, traduit, donne alanine, leucine, méthionine, glycine, etc. Maintenant, si le ribosome fait un frame shift, il glisse d'un nucléotide, donc frame plus 1, la traduction donnerait une codine, et puis tout de suite, on voit un codon stop apparaître. Donc si le ribosome fait ça, il rencontre un stop et c'est fini. C'est comme ça qu'on l'a vu pendant longtemps. Et bien évidemment, il y a frame plus 2. Et pour l'antisens, c'est-à-dire le brin d'ADN complémentaire, il y aurait 3 traductions possibles aussi. Donc en tout, à part le gène et la protéine normale, on pourrait hypothétiquement penser qu'il y a 5 autres polypeptides. Mais en théorie, ce n'est pas possible parce qu'il y a des codons stop. Mais, donc, la question est, alors chercher des ARN de transfert qui sauraient lire les stops. Si vous prenez la mitochondrie des vertébrés normales, il y a ici une région de ce génome qui a le gène pour la cytochrome-oxydase sus-unité 1, ensuite le gène pour la cytochrome-oxydase sus-unité 2, et entre, il y a une région qui, le mot codé n'est pas correct, mais vous me comprenez je suppose, qui coderait pour des ARN de transfert. En bleu, les ARN de transfert habituels, un pour la sérine et un pour l'aspartame. Mais le brin complémentaire, il a presque, je dis bien presque, les mêmes propriétés structurelles que le brin normal, ce que j'appellerais antisense, l'ARN de transfert antisense. Antisense tRNA, c'est encore plus court en anglais qu'en français, donc je reste en anglais pour ça. Et ceux-là, les antisens, je les mets en orange. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous prenez cette séquence-ci, et non, si, et pas celle-là, vous aurez des ARN de transfert. Ça, c'est la séquence bleue, le sens connu, et, et en orange, l'antisens. Et dans les deux cas, pour deux singes, des Columbine monkeys d'Afrique, vous avez l'ARN de transfert normal pour Procolobus badius et Colobus guerreza, à peu près la même chose, avec quelques mutations dans certaines régions. Et l'anticodon pour la valine, dans les deux espèces. Maintenant, si vous prenez l'antisens forme à peu près une belle figure en trèfle Cloverleaf secondary structure pour les deux espèces. Pour une des espèces, l'anticodon est exactement le complémentaire de celui qu'on avait chez la valine, et donc ça coderait pour la tyrosine. Ce serait, en théorie, ici, on suggérerait qu'il y a une tyrosine qui serait attachée. Si cet ARN existe dans la mitochondrie, la question est, est-ce qu'il est fonctionnel? Mais, comme on prend Colobus guerreza, exactement le même, on fait exactement la même analyse, et bien on va retrouver la structure secondaire aura un anticodon UCU qui correspondrait au codon AGA, qui est un stop dans la mitochondrie des vertébrés. Maintenant, si on fait cette analyse sur tous les génomes mitochondriaux de primates qu'il y avait il y a 3 ans quand j'ai fait cette analyse, il y en a une dizaine ou une vingtaine de plus depuis, et je vous ai mis en gras donc les branches bien marquées, celle où j'ai trouvé un ARN de transfert antisens prédit pour un anticodon UCU, donc qui lirait les codons stop. Et donc vous avez certaines régions, certaines branches où il y aurait cet ARN de transfert. Si vous prenez les hominidés, je crois que ça c'est un mot connu, un groupe connu, et vous avez d'un côté les humains et les chimpanzés qui n'auraient aucun ARN de transfert de ce type prédit. Par contre, les orang-outans et les gorilles en auraient. Et donc, apparemment, il y a environ 9 millions d'années, quand cette grande branche s'est séparée, plus d'ARN de transfert de ce type qui saurait lire les stops. Et ce genre de gain ou de perte d'ARN de transfert antisens qui saurait hypothétiquement lire ces anticodons, pardon, ces codons stop, ça aurait apparu et disparu plusieurs fois tout au long de l'évolution des primates. Maintenant, si on reprend cette analyse ici, on avait 5 polypeptides potentiels qui, soi-disant, ne correspondent à aucune protéine connue de la mitochondrie. Il n'y a que 13 gènes mitochondriaux pour protéines, donc 65 polypeptides potentiels. Je les traduis,
Et je vais aller dans le GenBank, il y a un programme d'alignement que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et je lui dis, cette séquence-ci hypothétique, évidemment beaucoup plus longue, surtout le gène, cherchez si ça s'aligne relativement bien avec une protéine existante déjà dans le GenBank. Et on va trouver de cette façon-là des régions s'alignant, donc hypothétiquement, ce sont des candidats de gènes qui seraient traduits s'il y a un ARN de transfert qui sait lire les stops. Et de cette façon-là, on va trouver des alignements de ce type. Ça, c'est la séquence que j'aurais traduite, où les astérix, si vous voulez des X, indiquent les codons stop. L'alignement avec la protéine de GenBank, il est très bon dans ce cas-ci. Et vous voyez que partout où il y avait un stop, ça code pour une arginine. Donc, en fait, d'après l'alignement, on n'aurait que AGA coderait pour arginine. Donc, on revient au code génétique non mitochondrial. Et ça pourrait se faire de deux manières, je vous le dis tout de suite, on sait que ça existe, par migration, transfert d'ARN de transfert cytosolien du cytosol dans la mitochondrie, ça existe, on sait que ça existe, ou alternativement, que l'antisens de l'ARN de transfert puisse s'exprimer et être actif dans la traduction des mitochondries. Maintenant, j'ai trouvé des alignements de ce type pour toutes les régions en orange pour l'ADN mitochondrial humain, dit en tout 19 régions, je crois que c'était 11 sur la région, sur le brin moins, qui est le brin qu'on appelle heavy strand, qui est un peu plus lourd, et le brin plus, où il y a la majorité des gènes codants, et voilà. Mais en fait, si on prend les régions codantes, 25% des régions des codons coderaient aussi pour un autre gène, une autre protéine, sur le brin moins et 30% sur le brin plus. Donc en gros, 50% des codons coderaient doublement. Et en théorie, maintenant si on reprend ce graphique, je fais la moyenne du nombre de gènes prédits, donc de gènes orange prédits pour toutes ces espèces-là, et pour ces trois espèces-là, je prends cette moyenne moins celle-ci, et je dis, là où il y a un ARN de transfert mitochondrial qui aide à lire ce genre de gène, puisqu'on a besoin de lire les stops, je devrais trouver plus d'alignement que dans ce groupe-ci, en moyenne. Et la même chose dans ce groupe-ci par rapport à ce groupe-ci, ainsi de suite. Et cette différence devrait augmenter avec la longueur de cette branche. Et ça, j'avais prédit, et c'est à peu près ce que j'ai eu. Ici, vous avez le temps depuis que l'ARN de transfert qui saurait lire les stops serait apparu dans un groupe, et la différence entre le nombre de gènes prédits moyens pour ce groupe, moins le groupe qui n'aurait proche phylogénétiquement, mais qui n'aurait pas cet ARN de transfert, et on voit que plus le temps a passé en millions d'années, et plus les alignements prédiraient ce genre de gènes. Il y a des gens qui les appellent des gènes januséens. Pierre-Paul Grasset les a appelés overprinting. Je crois même qu'il a écrit en anglais, je ne sais pas. Et ce genre de phénomène, j'ai retrouvé, pas seulement dans les primates, je l'ai cherché 3 fois, j'ai fait à peu près le même genre d'études comparatives, pour une quinzaine de génomes de drosophiles, donc à l'intérieur d'un genre, tous Drosophila, donc pas de grande différence évolutive, une dizaine de millions d'années, pas ici tous les primates, c'est 200 millions d'années d'évolution que vous voyez ici. Mais Drosophila c'est 10 millions, d'un autre côté, chez les tortues. Mais je ne vais pas vous présenter ces résultats s'il n'y a pas de temps. Mais voilà le point. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? Les frame-shifted sequences could be coding in presence of suppressor tRNAs. Suppressor qui supprime les stops. Ça n'est plus des stops. Deuxièmement, il y a des bons alignements qui existeraient entre des protéines existantes en GenBank et des polypeptides hypothétiques transcrits. Troisièmement, donc il y aurait un nouveau code génétique qui réassignerait les stops à un acide aminé. Dans ce cas-ci, AGR serait recodé pour arginine. Mais bon, chez les drosophiles, c'était pour la sérine. Et chez les tortues, j'avais trouvé une tortue qui recodait ça pour la lysine et une autre pour la glycine. Donc, et c'était toujours AGA qui était recodé différemment.
Et bon, voilà. Ensuite, pour cela, on a besoin d'ARN de transfert qui savent lire ces codons stop. Et en fait, il semblerait qu'il y a des antisens d'ARN de transfert qui auraient ce genre d'anticodons. Pas toujours, mais souvent. Et ça coévolue positivement avec le nombre de gènes prédits de ce type. J'ai trouvé ça chez les primates et comme je vous ai dit aussi dans d'autres groupes. Maintenant, très peu de temps après avoir publié cela, il y a 2 ans, un groupe de Marseille, par hasard de Marseille, m'a contacté par Internet et m'ont dit on a trouvé une de vos protéines. C'était parmi les protéines, les régions orange, il y en avait une dans la cytochrome oxydase 1, sur le brin antisens. Eux avaient trouvé par une méthode différente d'alignement, pas totalement différente, mais différente d'alignement, ils pensaient que là, ça codait pour une protéine. Ils ont pris la séquence hypothétique d'acide aminé, ils ont développé des anticorps contre cette séquence spécifique. Ces anticorps immunofluorescents sont en vert. Ça, c'est un marqueur mitochondrial typique par immunofluorescence. Quand ils ont mis les deux, ils voyaient que c'était colocalisé. Donc la prédiction était que c'était une protéine ou un peptide, disons, mitochondrial, et l'immunofluorescence par anticorps monoclonaux, je le dis bien, donc c'est pas certain, et là, toutes les méthodes d'anticorps ne sont pas parfaites, on n'est pas sûr, ça peut aussi se lier à une autre protéine. Mais si c'est monoclonal, ça rabaisse ce genre de probabilité. C'est, pour en tout cas, une protéine prédite sur les 19, ça a été trouvé. Et c'était par hasard, en fait, que d'autres gens, en même temps que c'est-à-dire, je venais publier ça, en fait, ils avaient déjà fait ça, leur travail. Et ça les a évidemment aidés à publier le résultat, parce qu'ils avaient plein de stocks dans leur région, ils ne comprenaient pas comment ça allait être traduit. Et en fait, j'avais la réponse. Donc, je vous ai dit, il y a des confirmations indépendantes dans d'autres groupes, chez les drosophiles et chez les tortues, dont l'Epidochelys, c'est Olive Ridley Turtle, une tortue marine, je ne sais pas si quelqu'un sait le nom en français, qui a quelque chose de vraiment spécial. 6 de ces gènes mitochondriaux ne codent pas pour les protéines normales. Par exemple, c'est cytochrome oxydase 1, vous allez lire ce gène, vous ne trouvez pas la cytochrome oxydase, une autre protéine. Mais si vous faisiez un frame shift et que vous lisez après frame shift, vous trouvez plein de stops, mais la protéine codée, c'est la cytochrome oxydase 1. Et donc, en fait, tous les stops correspondent exactement à la lysine. Et donc, ces 6 gènes normaux, c'est-à-dire 6 protéines normales de la mitochondrie ne peuvent pas être lues dans cette espèce spécifique et unique, à moins d'utiliser le code génétique alternatif dont je vous parlais, induit par l'activité de ces ARN de transfert antisens, etc. C'est donc une preuve logique extrêmement forte par inversion de codage. C'est fantastique. Et alors de là, j'en ai déduit, c'est spéculatif, mais vous m'excuserez, que je suppose que ces protéines alternatives sont liées à un métabolisme anaérobie qui occasionnellement est utilisé dans la plupart des espèces, les singes, les drosophiles, etc. Mais cette tortue marine, elle est presque tout le temps en apnée. Et donc, les protéines normales sont les anaérobies et les anormales sont les aérobies. Et d'où cette inversion pour presque la moitié des gènes. C'est spéculatif. Ce que je sais, c'est que la corrélation entre le nombre de gènes alternatifs que j'aurais trouvé dans les mitochondries et le nombre de cystéines dans les protéomes de ces mitochondries quand on prend les singes, donc les primates que vous avez vus avant, il y a plus de protéines alternatives, donc soi-disant anaérobies, dans les protéomes qui codent souvent pour la cystéine. Et la cystéine est la plus sensible à l'oxygène, et en général aux radicaux libres très fréquemment les mitochondries, et donc ça renforcerait l'idée d'anaérobie, qui sont des moments où il y aurait moins d'oxygène. Mais ça, je vous dis, peut-être que je me trompe pour ce métabolisme mitochondrial. Donc on a fini cet exemple-ci, et on passe au tétracodon. Le tétracodon, donc 4 nucléotides qui coderaient pour des acides aminés. Et l'idée, la structure de base que je dirais, voilà, c'est il y a 4 nucléotides, les 3 premiers codent, et le 4e, il est complètement silencieux. Et l'idée est que, au niveau adaptatif, ça crée des liens codon-anticodon
plus fort, puisqu'il y a 4 nucléotides qui interagissent et pas 3. Donc thermodynamiquement, ça pourrait rendre possible, ou plus probable, ou plus efficace surtout, la traduction d'un gène, d'un ARN messager en protéine, dans des conditions où la température est un peu haute. Donc, en théorie, une des hypothèses adaptatives pour les tétracodons, ce serait ça, c'est plus utilisé quand il fait chaud. Et donc, comment on va faire ça? On va traduire, évidemment, les mêmes gènes, mais en supposant des tétracodons, on aura 8 et pas 6. Donc 4 pour chaque brin polypeptide. On va voir s'il y a des alignements avec des gènes normaux, donc des protéines codées normalement dans le GenBank. J'en ai trouvé une dizaine pour la mitochondrie humaine. Et voilà, donc d'après ça, il coderait pour des gènes alternatifs par tétracodon. Et ce qui est intéressant pour lire des tétracodons, il y a plusieurs manières de lire des tétracodons. C'est connu depuis les années 70, en fait, qu'il y avait des ARN de transfert qui ont des anticodons élargis et qui auraient donc des anticodons de 4 et pas de 3. C'était connu, mais ils n'ont jamais fait 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait occasionnellement un codon comme ça, et tout ce que j'ai fait, c'est de dire, ben, peut-être qu'il y a des séquences de tétracodons, un après l'autre. Et donc, voilà. Et j'ai repris les ARN de transfert anti-sens que je vous avais montré avant, et j'ai trouvé occasionnellement qu'il y avait une prédiction d'ARN de transfert avec un anticodon un peu plus large. Maintenant, donc, on devrait prédire une coévolution positive entre le nombre de tétragènes prédits par alignement et le nombre de tétra-TARN prédits par structure secondaire des régions antisens. Ensuite, une autre prédiction, si c'est une adaptation à la haute température, on devrait trouver plus de tétragènes pour les espèces dont les mitochondries ont beaucoup de GSC. Vous savez que GSC se lie plus fortement, c'est 3 interactions hydrostatiques plutôt que 2, et que pour AET. Et donc ce serait une adaptation pour les hautes températures, donc on supposerait un lien entre tétracodage et beaucoup de GC. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc je vous dis, je prédis la structure secondaire d'un ARN de transfert normal mitochondrial pour l'humain dans ce cas-ci, pour la lysine, anticodon UUU pour la lysine. Et bien, si vous prenez le complémentaire de cette séquence, c'est celui-ci, et la prédiction est, d'après exactement les mêmes programmes, tout à fait banaux, un anticodon plus grand UUUA. Ok, et donc ça serait, ça coderait pour TAA, ce qui est un stop. Intéressant, n'est-ce pas? Donc vous avez en même temps, ça lirait des stops dans des tétracodons. Et le résultat est, je prends une quinzaine d'espèces de mammifères, je prédis le nombre de tétra-TARNR pour ces mitochondries de 0 à 5, c'est toujours plus simple pour éviter 0 pour les analyses statistiques, et le nombre par alignement de tétragènes prédits par les méthodes que je vous ai montrées. Et vous trouvez une coévolution positive, pas extrêmement forte, mais statistiquement fiable. Je refais exactement la même analyse pour les drosophiles, pour les 15 génomes de drosophiles que j'avais analysés avant. Le nombre de prédits en pourcentage en fait sur le nombre de codons, etc., de tout le génome, de tétracodons, et le nombre prédit d'antisens TARNR et une coévolution positive. Donc en fait, ça n'est que du bioinformatique, ce ne sont que des analyses statistiques, mais qui sont basées sur une hypothèse fonctionnelle très simple et qui convergent dans les deux cas complètement indépendamment. J'ai eu ça maintenant dans un troisième cas, ça je vous le présente après, mais en attendant, oubliez ce graphe qui est un peu compliqué. J'ai eu ça dans un troisième cas, c'était les lézards. J'ai fait exactement la même analyse, j'ai eu la coévolution positive. Pourquoi j'ai fait les lézards? Parce que les lézards, pour une trentaine de génomes mitochondriaux, l'espèce, on connaissait la température physiologique préférée. Et pour cette trentaine ou quarantaine, je ne me rappelle même plus, je n'ai encore pas publié, donc ça, c'est pas publié. Il y avait le nombre de tétragènes
Et plus la température physiologique habituelle moyenne de cette espèce était haute, et plus il y avait de tétragènes. La corrélation, elle n'est pas de 100%, mais elle était statistiquement suffisamment bonne après toutes sortes même en prenant toutes les, toutes les précautions statistiques imaginables. Et donc, voilà, j'espère le publier un de ces jours. Mais donc, ça confirme l'hypothèse que c'est une adaptation à la température. Si vous prenez le lézard de muraille, que sûrement vous connaissez, il y a un groupe lézard de muraille sicilien, Podarcis sicula, ou siculus, c'est le nom de mon email, qui habite en dessous des Alpes en Italie, et celui qui est au Luxembourg, où j'habite, le Podarcis muralis, mais c'est presque la même bête, ben là, on a plein de tétragènes, et l'autre, il n'en a presque pas, et s'ils ont les mêmes, ceux de l'italien sont beaucoup plus grands. Donc voilà, vous avez le point, il neige, donc il fait doux au Luxembourg. Maintenant, voilà, maintenant, ce qu'il y a, il y a une coévolution positive entre le nombre de tétracodons et le pourcentage de GC dans les tétragènes eux-mêmes, c'est-à-dire que les triangles pleins, ce sont les GC à l'intérieur des régions qui sont des tétracodons eux-mêmes. Et vous voyez que plus une espèce de drosophile, ça c'est ici les drosophiles, plus une espèce de drosophile a de tétracodons en pourcentage du génome, et plus il y avait de GC aussi. Donc il y a une coévolution. Il fait plus chaud, on a besoin de plus de GC et de plus de tétracodons. Par contre, si vous prenez les régions qui ne sont pas tétracodons, donc les régions des mêmes gènes mais qui sont autour mais qui codent normalement, le GC n'augmente presque pas. Si vous refaites la même analyse chez les mammifères, vous avez une corrélation positive à nouveau, plus forte chez les mammifères pour les régions pleines, donc les cercles remplis, c'est pour les tétracodons, et les cercles pas remplis, c'est pour le reste des gènes. Mais dans ce cas-ci, il y a aussi une coévolution positive, donc le GC augmente même dans le reste du génome, même les régions qui ne sont pas des tétracodons. Et apparemment, ce que ça veut dire, quand la température augmente dans l'environnement, d'abord les tétragènes vont réagir, et leur content GC va aussi réagir, et secondairement, le reste des gènes réagissent. Comme ici, il s'agit d'une évolution en comparant la vache, le lapin, la souris et l'homme et le chimpanzé. Vous avez un écart évolutif de presque 200 millions d'années. Donc il y a beaucoup de temps pour s'adapter au génome. Par contre, ici, vous n'avez que 10 millions d'années. Donc une région de ces gènes réagit très rapidement et les autres suivent, mais alors tout doucement. La pente est toute douce, toute faible, on ne peut pas la déterminer statistiquement. Si vous attendiez suffisamment de temps, vous avez déjà une pente plus forte pour les mammifères, parce que là, il s'agit d'une cumulation de mutations positives, dans le sens sélectif, sur 200 millions d'années, d'où ce résultat. Et voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais on a fini le deuxième point. Le troisième point, c'est de chercher des protéines codées dans le sens 3', 5', et pas 5', 3' pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et ce serait par une invertase, une ARN polymérase qui inverserait le sens. Comment on cherche ça? Alors ça, c'est tellement simple que c'en est ridicule. Vous prenez l'ARN mitochondrial humain, normal, et vous lui faites quelque chose dans Excel de façon à l'ordonner exactement à l'envers. C'est-à-dire le dernier, le nucléotide qui est le dernier en 3', 5' devient le premier, et le premier en 5' devient le dernier. Et tous les rangs sont inversés. Donc vous allez simplement inverser. C'est 2 minutes dans Excel, même pas. Si vous savez le faire. Et puis vous allez dans BLAST GenBank, voilà le output de BLAST, vous mettez ça dedans, cet inversement dedans, et vous lui dites, cherchez-moi des ARN, donc dans le database qui s'appelle ISTs, donc des ARN qui ont été extraits, cherchez-moi quelque chose qui ressemble à ce... Et donc c'est la mitochondrie, elle a environ 16 000 nucléotides, donc vous voyez c'est toute la longueur. Et ça va donner des hits, excusez de l'anglais, pour 11 ARN différents qui sont en liste ici. Et ce ne sont pas des choses au hasard parce que les similarités sont de l'ordre de 100%. C'est-à-dire ça, c'est pas simplement par hasard, il y a bien une séquence quelque part qui ressemble à ça. C'est 100% et c'est pas pour 10 nucléotides, c'est pour 100, 200, 300 nucléotides. Donc ça ne peut pas être au hasard, qui sont
exactement ce qu'on a dans le génome humain de la mitochondrie, mais inversé. Or, personne n'avait jamais... Apparemment, il y a des gens qui l'ont vu, parce que depuis que je l'ai publié, on me dit, un tel m'a dit. Mais voilà. Et si vous faites exactement la même chose, mais pour le génome mitochondrial normal, c'est ce qu'on appelle un contrôle positif, vous recevez plein d'ARN. Il y en a en fait beaucoup plus, il y en a en tout au moins 10 000. Hein, et bon, le programme vous rend seulement les 100 plus grands ou quelque chose comme ça. Donc vous en avez plein. Ça, c'est simplement pour vous montrer comment on travaille, etc. Et alors vous voyez d'ailleurs, Homo sapiens, c'est un ARN extrait d'une cellule de l'homme. Maintenant, ces ARN qui reflèteraient la séquence 3'5' de l'ADN, en tous les cas, en théorie, ont la capacité de former un triplex. Le duplex, c'est ici pour l'ADN, mais ça peut être aussi pour l'ARN. Et en 3'5', c'est capable de faire, par des combinaisons Hochstein, qui sont différentes des combinaisons Watson, en fait des brins en triplex. Et ça a été occasionnellement observé. Donc ce genre d'observation pourrait être un corollaire secondaire de ce genre de transcription inversée par invertase. Maintenant, il y a un autre test que j'ai fait, ces ARN messagers, ils ont une capacité à former de la structure secondaire plus forte que les régions autour dans le même gène. Et ce qui se passe, c'est que leur longueur, plus l'ARN messager 3'5' est long, et plus il est capable de former une structure secondaire plus forte que les régions autour du même gène, mais pour lesquelles je n'ai pas trouvé de transcrit inversé. Donc il semblerait que la capacité à former de la structure secondaire est liée à la possibilité d'élongation de cette forme de polymérisation inhabituelle. Ça, c'est un fait que je peux vous dire. Donc, je traduis le génome mitochondrial humain, mais en 3'5', je vois quelles protéines possibles en sortent, je fais les analyses d'alignement, je trouve une vingtaine de gènes, je fais en plus, ça je ne vous l'ai pas dit, je ne vous le montrerai pas, des analyses des codons qui seraient là-dedans pour voir si les codons ne sont pas au hasard, s'ils sont optimisés pour être en fonction des anticodons de la mitochondrie humaine. Et en fait, pour la majorité de ces gènes, il y a plusieurs formes d'analyse de ce type qu'on peut faire, aussi voir si la densité de codons stop est faible, etc. Parce qu'il y en a moins que ce qu'on s'attendrait au hasard. Je trouve pour plein de 3-4 critères de ce type que ça n'est pas au hasard. Toutes ces régions supposément codantes ont des propriétés qui correspondraient avec ce qu'on s'attend si c'est codant, et pas simplement des alignements statistiques, mais donc des faux positifs. Et en fait, les différents critères qui sont indépendants convergent toujours, c'est-à-dire certains gènes semblent plus optimisés pour la traduction et d'autres moins, d'après un critère, aussi d'après un autre critère. Ça reviendra répétitivement. Et donc voilà, on a fini le 3e point. J'espère que j'ai le temps de vous raconter le 4e. Et ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est une autre forme de transcription qui systématiquement échangerait les nucléotides. Des échanges symétriques, à part C et C par A, exemple, il y a 9 types et 14 types d'échanges asymétriques. Mais c'est toujours ce sont des permutations circulaires, c'est-à-dire qu'à la fin, on aura les 4 mêmes types de nucléotides, mais ce ne sont pas les mêmes au niveau de l'ARN que ce qu'on a au niveau de l'ADN. Et donc, ce tableau, on vous le présente, vous avez dans l'ADN ACGT, 5'3', la transcription habituelle va faire ACGU. Donc en fait, il y a déjà un échange de T en U. Mais alors ici, AC, ça donnerait CAGU. Et ça coderait pas pour la tréonine, mais pour la glutamine. Et ainsi de suite, on peut faire ça toutes les 23 différentes options. Si on fait ça pour tout le génome mitochondrial, on échange tous les A avec les C et les C avec les A, comme je vous ai dit avant, mais où j'avais simplement inversé l'ordre, mais sans plus, je mets ça dans BLAST et je trouve des ARN messagers. Je trouve des ARN messagers pour l'échange entre A et C 0, mais entre A et G 5, A et T 14, et ainsi de suite. Voilà. Il y a des cas, des échanges plus fréquents, d'autres moins fréquents.
Et en fait, je refais toujours la même chose, je traduis tous les polypeptides, je cherche s'il y a des alignements, et j'en trouve. Et les alignements sont plus ou moins longs. Et par exemple, pour AC, je trouve très peu d'alignements, 5 sur 65, 6 fois 13, 78 polypeptides potentiels, je trouve 5 alignements. Donc c'est pas beaucoup et ils sont très courts. Par contre, pour, disons, A et T, j'en trouve beaucoup et ils sont assez longs. Pour des polypeptides en moyenne sans codon, donc de 100 acides aminés. Et ce que vous allez voir, c'est que le nombre de transcrits d'ARN messager détectés, donc cette colonne-ci, ici, et le nombre et le nombre de gènes et leur longueur de gènes codons pour des polypeptides hypothétiques prédits aussi, va coévoluer. Or, ces deux choses sont complètement indépendantes, j'espère que vous comprenez. Ça, c'est simplement le nombre d'ARN que j'ai trouvé dans GenBank qui correspondrait à ce qu'on aurait prédit. Mais ça, c'est réel, c'est une observation, ce sont des ARN qui ont été extraits et séquencés. Et ici, il s'agit d'une prédiction au niveau théorique par alignement de polypeptides hypothétiques. Et ça correspond pas parfaitement, mais ça correspond bien statistiquement. J'ai fait la même analyse, je ne vous la montre pas, pour les échanges asymétriques, 14 échanges asymétriques, et je reçois à peu près le même résultat. Donc ça se répète, c'est pas simplement une fois, c'est aussi une deuxième fois. Et voilà, donc le plus il y a de transcrits, et le plus long sont les alignements, et aussi le plus il y a de protéines prédites, et plus elles sont longues. Et alors il y a un truc, j'ai environ 450 alignements de ce type. Si je prends tous les 23 échanges possibles, en tout il y a 450 alignements avec des protéines dans GenBank, puisque ça fait plein. C'est 78 fois 24 polypeptides. Ça fait plus de 1600 polypeptides pour lesquels j'ai cherché des alignements. Et un quart s'aligne avec quelque chose avec des protéines qui ont déjà été décrites. Et alors, ce que je trouve, c'est que parmi ces 450 alignements, 40% sont avec des protéines d'origine bactérienne. Or, les protéines d'origine bactérienne sont 60% de GenBank. Donc les bactéries sont sous-représentées. Par contre, parmi les bactéries, les alpha-protéobactéries sont surreprésentées. Dans GenBank, 6% des protéines bactériennes sont alpha-protéobactériennes, mais dans mes alignements, 12%. Donc il y a 2 fois plus d'alignements avec des rickettsi, ou des protéines d'origine proche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les alignements avec des protéines d'origine eucaryote, donc les hôtes des mitochondries, sont surreprésentés. Des alignements avec des bactéries sont sous-représentés, sauf les bactéries proches de la mitochondrie, les ancêtres de la mitochondrie. Donc vous avez un clustering phylogénétique, comme on appelle, un regroupement phylogénétique au niveau de ces alignements. Ça, je peux vous le dire. Et par contre, sous-représentation des virus et des archées dans tout ceci. Alors le dernier truc, je ne sais pas si j'ai le temps, alors arrêtez-moi, parce que je crois que je vous ai dit tous les principes de base que je voulais vous dire. Ça, c'est assez sympa, malgré tout. C'est les insertions par la polymérase gamma ADN sur ADN. Donc la réplicase mitochondriale, la seule réplicase connue des mitochondries, des vertébrés. Et alors, elle fait parfois des erreurs. Par exemple, là où il y a un T, elle va mettre un A. Parfois, habituellement, là où il y a un T, elle met un T. Mais parfois, elle met aussi un C, etc. Il y a toutes les combinaisons possibles ici. Et ça, c'est l'affinité de cette misinsertion, ça se dit mésinsertion en français. Donc, l'affinité et le Vmax. Vous connaissez l'analyse cinétique chimique enzymatique, et donc ça c'est le Vmax, et ça c'est l'affinité pour cette fausse réaction. Et alors on peut supposer que la polymérase gamma ressemblerait à l'ARN transcriptase, et que quelque part ces taux ici reflèterait quelque chose qui se passe aussi au niveau de l'ARN. Donc, en supposant que là où c'est une erreur, maintenant c'est devenu systématique, tous les A ont été remplacés par des T,
et vice-versa, donc AT08, mais TA, excusez-moi, c'est ici, 0,6, donc ça aurait un taux assez faible. Par contre, d'autres auraient des taux forts. C'est-à-dire au niveau de l'affinité faible, mais au niveau du Vmax fort. Je trouve, en fait, si je fais ce calcul et que je fais la somme des affinités pour les deux réactions que j'avais, ou que l'ARN polymérase était censé échanger, elle faisait des échanges systématiques, si je prends ça au niveau des erreurs rares occasionnelles, eh ben, je vais trouver une corrélation inverse entre les KD, ce qui veut dire une corrélation positive avec les Vmax. Ça voudrait dire qu'en fait, ces échanges d'ARN se feraient dans des conditions où il y a beaucoup de substrats, beaucoup de nucléotides, beaucoup à manger. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je ne vous ai pas expliqué le graphe. Ça, ce serait la somme des KD, donc des affinités, et ici, le nombre d'ARN de ce type que j'ai trouvé. Donc, par exemple, CG, j'en ai pas trouvé, non, pardon, j'en ai trouvé très peu, et ça a un KD aussi très faible. Par contre, les échanges AG plus CT, il n'y en avait non plus pas, mais ça aurait un KD très fort, donc un Vmax très faible. Et donc c'est ça le principe. Donc en fait, il y a un principe de chimie physique et de cinétique chimie de base qui prédirait les phénomènes d'ARN transcription aberrants que décrits par ces échanges de nucléotides. Et donc, merci beaucoup pour l'attention, la patience, surtout l'attention. Je vous ai vraiment content. Questions, commentaires? Une question justement. Vous avez montré que quand on prenait notre frame, on est ça avait les codons stop, oui. Et à un moment donné, ça retombait sur des protéines qui étaient dans le gene bank. Oui. C'est des protéines qui sont codées normalement. Oui, voilà. Normalement. Et l'exemple de la tortue est le meilleur à ce niveau-là, où vous avez vraiment une inversion. Il n'est pas possible d'avoir une mitochondrie sans cytochrome oxydase ou cytochrome B, mais en fait, on ne le trouve pas. Le frame de lecture, pardon, le cadre de lecture normal, c'est quelque chose de complètement différent. Ce truc différent ressemble à ce qui est codé normalement après, avec des stops. Et CO1 est codé, mais avec des stops. Voilà. Donc on pourrait faire la phylogénie de ces protéines. Oui. Et de voir justement comment ça se distribue par rapport à d'autres, enfin avec l'espèce. Vous me permettez de m'asseoir? Oui, exactement. C'est des choses, donc c'est à peu près ce que je vous ai dit quand je vois des coévolutions avec la température, mais moi je prends tout le génome, je ne sais rien, je ne peux pas me focaliser sur une protéine, on n'a aucune idée de leur physiologie. Donc j'ai donné des indications, température, anaérobie, etc. Mais c'est ce genre de choses qu'on retrouvera. Donc ça va devenir codé de façon explicite et pas implicite dans des espèces qui auraient besoin pour des raisons spécifiques. Parce qu'elles vivent en acné tout le temps, ou à haute température, ou qu'elles sont parasites ou pas parasites, et ainsi de suite. Ça vous répond? Il y a aussi un point, on a eu un problème un peu similaire. C'est-à-dire que nous, on a une protéine qui est distribuée chez tous les eucaryotes et dans certaines bactéries, mais on n'arrive pas à la localiser sur les chromosomes. C'est ce qu'on m'a dit, voilà, n'est-ce pas? Exactement. Et justement, on va dire à Ahmed, avant de travailler dessus, il me demande quelle est la bonne frame. Je lui dis, bah, tu regardes, celle qui ne donne pas beaucoup de stop, ça sera la bonne frame. Pas nécessairement. Et par hasard, justement, il est tombé sur, on va dire, sur les protéines, il a vu qu'il y avait d'autres frames, sur plus de 600 paires de bases, ça ne codait sur aucun codon stop. Et statistiquement, c'est quasiment improbable. C'est impossible. Et justement, c'était ça, on va dire, qui nous pose question là-dessus. Sur plus de 600 paires de bases, il n'y a aucun stop sur une autre frame. Et donc, la première réponse que je vous donne, c'est que même si vous aviez trouvé des stops, ça ne voulait rien dire. Mais deuxièmement, si votre protéine est très fréquente, alors on peut supposer que oui, elle doit être codée sans stop. Puisque je vous ai dit, ces inversions dans l'Epidiochelis olivacea, ça voudrait dire que la physiologie normale sans stop est occasionnelle quand on a induction de cet ARN de transfert qui, excusez du mot, fout la merde quand même. Hein. Et ce qui est important, ça je ne voulais pas montrer, c'est que d'autres analyses, justement par codon-synonyme, etc., montrent que ces systèmes codants, ces systèmes de codage alternatifs sont ultra régulés.
C'est-à-dire que, en fait, ça je peux vous le montrer implicitement. Si vous prenez ce tableau ici et le nombre d'ARN détectés, et que vous recherchez dans les gènes protéiques prédits pour chacun de ces cas la densité de stop, vous allez trouver une corrélation inverse très forte, je ne vous l'ai pas montré pour ne pas rallonger, entre le nombre d'ARN et la densité de stop. Ça veut dire que là où les protéines prédites contiennent beaucoup de stop, il y a beaucoup d'ARN et inversement. C'est-à-dire qu'il y a un contrebalancement. Pour qu'elles soient, ces nombreux ARN, pour qu'ils soient traduits, il faut qu'il y ait une deuxième condition, les ARN de transfert spéciaux. Et par contre, quand cette forme de transcription est rare, par exemple, échange de ASC c'est rare, et bien là, il n'y a pas beaucoup de stop. Et donc, en fait, il est possible que trouver beaucoup de stop dans cette logique-ci, c'est même une indication que c'est... Dans ces systèmes rares, ça voudrait dire que c'est une indication que c'est beaucoup transcrit de cette façon-là. Mais en fait, puisque vous prenez les deux critères qui se contrebalancent, qui s'équilibrent l'un l'autre, donc vous avez un système biologique de régulation typique, positive and negative feedback. Moi j'ai appris tout ça en anglais, excusez-moi, comment on dit ça en français? Comment? Rétro-contrôle, voilà. Donc c'est ça ce que je vous dirais. Maintenant, Ding, c'est bon, c'est ce genre d'analyse qui peuvent être faites, mais peut-être que en fait, le gène a été trouvé, d'après ce que vous me dites. Il y a à mon sens, parce que vous dites il y a deux éléments qui sont différents, qui sont importants. Il y en a un premier qu'on voit très bien là, sur cette figure, et pour ajouter sur les mitochondries, il y a des choses qui sont les plus bouleversantes sur les mitochondries, ou qu'on a sur les mitochondries. C'est les péroplastiques. Pendant longtemps, on a dit que les mitochondries étaient d'origine maternelle. Maintenant, on sait qu'en réalité, il y a probablement entre 1 sur 1000 qui est d'origine paternelle. Donc, simplement, l'outil, on voit bien là que si on est un outil qui détecte 1000, en réalité, on ne trouve pas, on ne peut pas trouver de transcrit atypique. C'est seulement la profondeur, c'est un problème méthodologique qui permet, pareil dans l'hétérogénomie, qui permet de voir en réalité les choses qu'on voit. Et bien entendu, c'est une hypothèse qui est parfois vérifiée, mais pas toujours, que les plus nombreux sont ceux qui jouent le rôle le plus important. C'est pas toujours vrai. Parfois, c'est pas vrai. Il suffit qu'il y en ait un qui bloque un système de régulation pour que ça bouleverse complètement les choses. La deuxième chose, et donc ça, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. C'est-à-dire que des erreurs de transcription, des changements, il y a probablement beaucoup plus que ce qu'on a imaginé, que vous ne pouvez pas voir parce qu'on regardait les populations majoritaires et que quand on n'avait pas la population majoritaire ou pas prédite, on la fout à la poubelle. Donc les poubelles sont bourrées de renseignements que l'on utilise très peu. La deuxième chose, c'est effectivement si la question à poser c'est si c'est un phénomène qui n'est pas un phénomène marginal en termes de volume, j'entends pas en termes de fonction, je ne sais pas ce que ça veut dire, quelque chose de très rare d'avoir une fonction très importante. Mais si c'est un phénomène qui est commun, ça c'est une chose qui est beaucoup plus importante à démontrer, c'est-à-dire de montrer que une protéine extrêmement commune, ce qui est le cas avec nous, n'est pas prédite du tout par l'analyse génomique standard, c'est trouver comment elle est exprimée alors qu'elle n'est pas prédite, c'est vraiment un élément. Donc je pense que ça vaut le coup pour garder ensemble effectivement la ligne. D'autres questions? Oui. Oui. Moi j'ai une question sur je n'ai pas bien compris l'affaire de la température. Parce que finalement c'était chez les mammifères qu'il y avait des choses, et je pensais qu'il y avait une régulation de la température corporelle, et donc ça a conduit à avoir des différences marquées si on allait chez les hypertrophiles ou des choses comme ça. Les organismes qui vivent à 100 degrés ont-ils tendance à avoir des tétracodons davantage que les autres? Je n'ai jamais... Donc, j'ai fait ce test, si vous voulez, au niveau des lézards, et mon écart de température est de 20 degrés. Donc, le lézard le plus froid avait 18 degrés et le plus chaud 39 degrés. Et donc, j'ai trouvé la corrélation que vous me demandez. Et je l'ai fait seulement sur les mitochondries parce que je ne sais pas programmer, donc je ne peux pas faire ça d'une façon automatique sur 1000 gènes ou 2000 ou 5000 gènes. Donc je ne peux pas le faire sur des bactéries ou des archées, etc. qui répondraient à votre question. Maintenant,
Deuxièmement, il est possible que ce n'est pas seulement une adaptation à la température, c'est une deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'il y a ici simplement une surimposition d'informations pour, excusez le mot pour n'est pas juste, mais qui permet de raccourcir le génome. Mais il ne faut pas oublier, et ça je vous le dis en tant que quelqu'un qui a fait son doctorat, sa thèse en herpétologie, c'est que nous sommes, la séparation et poikilotherme n'est pas homéotherme et poikilotherme, donc lézard poikilotherme et homéotherme comme les mammifères, n'est pas tout à fait correct. Exemple, vos pieds sont souvent très froids. Et ne allez pas me dire que les mitochondries, en hiver, et que vos pieds sont à 22 degrés, elles ne fonctionnent pas. Et la même chose quand il fait chaud, surtout votre tête, qui ne doit vraiment pas se dépasser. Et donc, il est possible que ici vous avez quelque chose de ce type. C'est la réponse que je vous donne. Moi, je regarderais, il existe des règles ou des catégories d'eucaryotes qui ont des différences de température optimale assez vastes, telles que les champignons, par exemple. On trouve des champignons en Antarctique qui vont, bien sûr, lorsqu'ils gèlent, ils ne vont pas pousser, mais lorsqu'ils dégèlent, ils vont pousser. Donc, on a des choses qui sont psychophiles. Et on en a certains, comme les Céliophora thermophila, qui a une température optimale de croissance de 55 degrés Celsius. Donc là, on a un écart qui est significatif, plus significatif à mon avis que ce qu'il y a entre le bout des doigts et l'autre partie de mon corps. Et dans les mammifères, il y a des variations aussi. Si on prend le tatou à 9 bandes, c'est à 28 degrés, le lapin est à 40. Donc il y a des différences qui sont assez significatives. Donc bien sûr, je suis d'accord que toute forme de pensée homogène est discordante. Je n'y crois pas, donc je ne crois pas à l'homéothermie non plus avec l'odeur. Il y a des maladies qui sont des maladies qui ne se développent que dans les muqueuses exposées au froid, parce que les microbes n'arrivent pas à se multiplier quand il fait chaud. Donc, donc on arrive à cultiver que dans des systèmes, donc le tatou à 9 bornes, on peut cultiver à la lèvre parce que c'est à 28 degrés. Ça se met dans le nez seulement ou sur la peau seulement parce que ça multiplie à 28 degrés. Donc il y a quand même là, regardez, je ne sais pas si on connaît la mitochondrie du tatou 9 bornes. Je crois que si. Ouais. Et ça, je sais, le lapin, Yacina, le lapin, ça doit être à 40 degrés. Et le lapin, il est ici, Oryctolagus uniculus. Et par contre, comme vous voyez, il est plutôt dans le mauvais bout par rapport à ces 40 degrés. C'est ce que je regarde, mais disons que cet échantillonnage, je l'ai fait en fonction du nombre de EST qu'il y a dans GeneBank pour ces espèces-là. J'ai cherché les 15 espèces où j'avais le plus d'EST dans GeneBank. Donc évidemment Homo sapiens, et après chimpanzé, etc., la souris et le rat. Et puis d'autres où il y en avait un peu moins, mais vous voyez Cavia porcellus, le cochon d'Inde, le lapin, la vache, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et quand j'ai voulu tester la théorie adaptative de la température, je suis allé sur les lézards plutôt que sur les mammifères. J'aurais pu, mais je me suis dit, de cette façon-là, j'aurais un test indépendant, pas les mêmes espèces, où je peux retester d'abord cette corrélation-ci, et puis la corrélation avec la température. Et j'ai eu les deux, mais ça, c'est pas publié, comme je vous l'ai dit, j'essaye, ça prend du temps. Une autre suggestion pour les choses qui vivent à des eucaryotes à une stable température, je crois qu'il y en a qui vivent près des sources chaudes ou des sources très chaudes dans les océans, on peut regarder, et également les feuilles de certains végétaux montent à des températures extraordinaires. Oui, le Aaronstab, comme on dit ça en français. Pardon? Le bâton d'Aaron. Ce parasite qui piège les insectes et puis les relâche pour se faire polliniser, et il les piège en augmentant sa température dans sa fleur, et il dépasse les 40 degrés, je crois. La température d'une feuille verte par plein soleil, ça monte très très haut, donc oui, il faut trouver des choses comme ça pour regarder les végétaux également. Il y a des ADN intéressants. Il y a, si vous voulez, pour tester, et ça c'est ce qui est beau, au niveau que si vous faites les calculs bioinformatiques, étant donné que les séquences pour plein d'espèces existent, chloroplastes,
ou mitochondries, et parfois même au niveau de tout le génome, mais ça c'est déjà plus rare, mais vous pouvez tester ces hypothèses. Et ça donne des résultats intéressants et en fait, excusez, révolutionnaires peut-être. Et voilà. Oui. Et ces ARN de transfert spéciaux, éventuellement, vous les prédisez, ça se prédit éventuellement par les... Oui, mais ça, ce sont des prédictions par TARN scan. C'est ce qu'on utilise. Outils basiques ou des choses. Oui, ce genre de truc. C'est cela que j'utilise. J'utilise moins Aragord et j'utilise plus TARN scan qui semble, et c'est tout, parce que je sais mieux l'utiliser. Et puis ils n'ont pas tous les mêmes techniques, évidemment. Pas exactement. Mais celui-là, il fonctionne, c'est le plus souvent utilisé, c'est pas nécessairement le meilleur. Mais pour mes besoins, ça fonctionne très bien et donc il est tout à fait accepté, donc il n'y a pas de raison. La grande question où je me fais souvent attaquer, peut-être pas ici, c'est que personne n'a jamais vu ce ARN de transfert anti-sens. Et les gens ne veulent pas y croire. Mais la prédiction n'est pas au hasard. Et c'est là où je dis, écoutez, d'accord, mais ils semblent s'adapter. Et plusieurs propriétés de ces ARN de transfert sont co-adaptées. Vous pouvez prendre plusieurs propriétés. La capacité à former des structures en trèfle par prédiction thermodynamique, la séquence qui ferait qu'elles sont reconnues par la bonne TARN synthétase, qui rajoute l'acide aminé qui correspondrait à l'anticodon, dans les cas, pas les cas normaux où l'anticodon est normal. Toutes ces coévolutions entre différentes propriétés, je les trouve qui font que certains ARN de antisens prédits semblent vraisemblablement réellement adaptés pour la traduction, et d'autres pas du tout. Mais donc, comme j'ai tout un gradient, il semblerait que certains les existent. Et donc, je veux dire, j'ai cette prédiction, on ne sait pas si elle est vraie, mais cette coévolution, je l'ai eue. Et ça ne peut pas être dû au fruit, c'est pas le fruit du hasard. Je l'ai eu 3 fois, cette coévolution. Je vous en montre 2, j'ai eu une 3e fois chez les lézards. Donc, voilà où j'en suis. Il y a les gens qui aiment toucher, attraper la molécule, voir sa structure, c'est très bien. Mais en fait, moi, je n'ai pas les capacités, je ne travaille pas dans un labo. Mais je peux prédire, allez voir ça, parce que ça, apparemment, ça existe. Et je peux faire des listes de gènes très probables, moins probables, plus probables, etc. Ok, on va arrêter là pour la présentation. Ceci étant, bon, bien sûr, les personnes qui veulent continuer à discuter après, avec les séminaires, ont la possibilité de le faire.